au Niger. Le Niger, du coup, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui que se termine, là d'ici quelques heures, l'ultimatum de la CEDEAO, donc l'alliance de 17, je crois, pays de l'Ouest africain. Sachant que le Mali et le Burkina Faso, eux, ont dit qu'en cas d'attaque, ils se rangeraient du côté de la junte qui a pris le pouvoir à la place du président Bazoum actuellement au Niger. Alors Bazoum qui était un petit peu voilà, la continuité de celui qui était avant lui, je sais plus, je dis ça de tête, qui était resté pendant 10 ans au pouvoir. Et donc voilà, l'ultimatum qui prend fin à la fin de la journée. Je ne sais pas qui d'entre vous fait des sons parasites, mais n'hésitez pas à vous mute en vocal si vous faites des bruits chelous et que vous n'avez rien à dire. Donc la junte qui a pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey, du coup, qui a pris directement le palais présidentiel, etc. Et le président en otage, qui est toujours vivant, qui se dit inquiet pour le Sahel. Et donc voilà, il y a en plus des pays qui disent vouloir s'allier avec le Niger en cas de conflit. Il y en a d'autres qui sont pas chauds, et notamment un de poids dans la CEDEAO, c'est-à-dire le Nigeria. Le Nigeria qui s'en sort un petit peu mieux que le Niger qui est un des pays les plus pauvres d'Afrique, qui malgré ses ressources en uranium, du coup doit acheter au Nigeria au sud la plupart de son électricité, et du coup en termes démographiques aussi, le Nigeria qui est un point considérable dans cette alliance. Alors le président algérien aussi qui nous explique, Abdelmadjid Tebboune, qu'une intervention serait une menace directe pour son pays. Il n'y aura aucune solution sans nous, l'Algérie, craignant que tout le Sahel ne s'embrase. Donc le Sahel, c'est pas juste l'Ouest du coup, mais sachant que effectivement les pays de la zone d'Ouest en Est sont relativement perturbés, enfin surtout à l'Est actuellement. Du coup, on a un Wikipédia qui vous montre un petit peu les pays du Sahel. Puisque donc voilà, alors des fois on le fait aller jusqu'à l'Érythrée, le Soudan, parfois jusqu'à Djibouti, parfois ça englobe la Corne africaine, mais globalement en termes géographiques, petit rappel des bases, c'est la bande de transition entre le Sahara et du coup la savane plus au sud. Voilà, donc oui, ça veut dire oui, une guerre un peu continentale potentiellement, d'où le fait qu'on en parle aujourd'hui. On avait un sujet, je crois, de France 24 qui datait d'aujourd'hui, qui fait état des échanges un petit peu houleux entre CEDEAO et le Niger. Écoutons. Bonjour, il reste quelques heures avant la fin de l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Si aucune solution diplomatique n'est trouvée, elle pourrait intervenir. Il y a des discussions intenses en ce moment. Oui, tout à fait. Intense échange de dernière minute, surtout entre chefs d'État de la sous-région. Et là où le téléphone sonne le plus, c'est Abidjan, le président Alassane Ouattara, le Sénégal, le président Macky Sall. Ici où je suis, le président Patrice Talon a accroché au téléphone, qui appelle souvent son voisin, le grand voisin, le Nigeria, le président Bola Tinubu, qui est le président d'exercice de la CEDEAO. Alors, mais cela dit, le commissaire chargé des affaires politiques et de la sécurité de la CEDEAO l'a réaffirmé ce dimanche. L'Algérie a des pipelines qui sont menacés en cas de conflit. Ah ouais, j'avais l'impression que les ressources pétrolifères du Niger étaient plutôt à l'est qu'au nord, mais c'est possible. Par contre, au nord, il me semble que c'est là qu'ils ont trouvé de l'or. Et du coup, là, ça peut carrer un petit peu, quoi. Les interventions ont déjà été élaborées, y compris les ressources nécessaires. Il insiste sur le fait que la manière et le moment d'intervenir, à déployer les troupes, que c'est déjà connu, tout ça c'est déjà connu. Alors on sait désormais que certains pays vont fournir un bataillon, d'autres 2 bataillons. Le Nigeria va être la locomotive de l'opération, et à Abuja on commence à... Et du coup le Nigeria qui privilégie le fait de continuer les pourparlers et la voie diplomatique plutôt qu'une intervention militaire. Le clock is ticking, c'est-à-dire le compte à rebours a commencé. Serge, il y a des réticences tout de même de plusieurs pays face à cette possible intervention militaire de la CEDEAO. Oui, il y a par exemple l'Algérie. Vous savez que l'Algérie a une frontière d'1 millier de kilomètres avec le Niger. Ce que dit l'Algérie, c'est attention, si on ne fait pas attention, il faut se souvenir du cas libyen, il faut prendre les précautions qu'il faut. Il faut exercer une pression sur la junte pour qu'elle laisse le pouvoir. Le Togo du président Faure privilégier également le dialogue, il insiste sur les vertus du dialogue pour résoudre la question. Et puis vous avez quand même aussi un forum de sénateurs du Nigeria
du nord, donc une région qui a une frontière avec le Niger, qui souhaite une solution pacifique et qui pense aux civils, qui estiment que les civils ne doivent pas payer le prix cher. Mais vous savez, en 2017, un forum de sénateurs au Nigeria avait déjà déclaré qu'il était contre l'intervention de la CEDEAO en Gambie. À l'époque, le président s'appelait Buhari, il était passé outre. Alors après, du coup, quelle force de dissuasion peut représenter la CEDEAO si elle n'intervient jamais? On remarquera que le son du monsieur était à peu près Juan Branco tiers. Beaucoup trop d'uniformes sur cette photo. Bah oui, mais en même temps, le conflit peut devenir militaire très très vite. Alors de là à dire qu'il va s'étendre de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, comme certains le disent, en tout cas un embrasement qui se généraliserait d'ouest en est sur tout le continent, je ne sais pas. Mais c'est une des craintes que beaucoup de gens ont actuellement là-bas. Aurélien Lours, est-ce que vous avez déjà une première réaction? Ensuite, on aura un entretien justement pour aller un peu plus loin. Non, c'est bon. Le Niger est enclavé, oui. Le problème aussi, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas d'accès à la mer directement. Du coup, pour faire sortir leur pétrole, actuellement, il est soit raffiné dans le sud du pays. Il y a un projet d'oléoduc pour arriver jusqu'à un port dans le Bénin. Donc, je vous mettrai en lien, c'est pareil. Un dessous des cartes qu'on peut pas diffuser pour des problèmes de droit d'auteur, mais qui est pas mal pour avoir un petit peu les bases sur le pays, même si voilà, ça fait partie des affaires à suivre que l'on suit fréquemment dans cette émission pour votre plus grand plaisir. N'hésitez pas à partager et faire des dons si vous trouvez que c'est utile. La France devient pour beaucoup l'exutoire tout trouvé. Position nuancée, un peu entre deux de cet auteur et journaliste Elgas, je crois. C'est ça. Alors c'est un pseudonyme en l'occurrence. Je crois que c'est même plutôt une sorte d'acronyme de son nom tout entier. El Hadj Souleymane Gassama, dit Elgas. Oui, il y a le gas à la fin, donc on voit. C'est vrai que c'est plus rapide et plus facile à retenir, surtout pour nous occidentaux. Et donc un entretien, voilà, qui est une position nuancée qui fait... Alors je vous mettrai aussi un autre extrait d'un entretien vidéo qu'il a donné il y a un mois pour LCP, où je sais pas si c'est sa position nuancée, un petit peu son entre-deux géopolitique qui fait que il se ferait traiter de bon toutou de la France. Écoutez, on va lire l'entretien, les propos recueillis par François Bougon hier à 13h35, et on se fera notre propre opinion. Le coup d'État au Niger, maillon essentiel de la présence militaire française dans l'ouest de l'Afrique, pour le contexte, suscite de nouveau des interrogations et des débats sur le rôle de Paris dans ses anciennes colonies. Et remet sur le tapis la question lancinante et controversée de la France-Afrique, cet empire qui ne veut pas mourir, pour reprendre le titre du livre, publié en octobre 2021 dans une édition de poche, sorti le 18 août. Viens prendre ta chloroquine. Et merci Glycine Max, FTW, qui trouve que cette émission est utile et qui du coup la soutient. Un gros Daniel à toi. Dans Le Monde, le philosophe et historien Achille Mbembe, qui avait accepté d'endosser le rôle d'ambassadeur de la politique africaine d'Emmanuel Jupiter Héphaïstos Ier, juge que, dans le tournant historique en cours, la France n'est plus qu'un acteur secondaire. Non pas, je le cite, parce qu'elle aurait été évincée par la Russie ou par la Chine, épouvantail que savent bien agiter ses ennemis et pourfendeurs locaux dans le but de mieux la rançonner, mais parce que dans un mouvement inédit et périlleux d'auto-recentrage, dont beaucoup peinent à comprendre toute la mesure, l'Afrique est entrée dans un autre cycle historique. Pour tenter de saisir ce nouveau cycle historique, Mediapart qui sollicite différentes voix, et aujourd'hui celle d'Elgas, journaliste, écrivain, docteur en sociologie, né à Saint-Louis, qui a grandi à Ziguinchor au Sénégal et qui vit en France. Qui a publié aux éditions Rive Neuve au début de l'année Les Bons Ressentiments, c'est aussi pour ça qu'il avait été invité chez LCP. Essai sur le malaise post-colonial, un essai dans lequel souligne sa préfacière Sophie Bessis. Sa critique du décolonialisme et de ses chantres passés et actuels ne lui fait pas oublier les turpitudes que s'autorise la France dans ses anciennes possessions. Première question que lui pose Mediapart, quelle réflexion vous inspire la situation actuelle au Niger? Et salut Foxider. Sur la question du Niger, j'ai toujours considéré que les problèmes africains étaient des problèmes africains et les problèmes français des problèmes français. On commence par une tautologie. Mais est-ce que c'est si évident que ça? Il se trouve que, par le biais du fatal passif colonial qui perdure en toutes circonstances, on a tendance à un peu mélanger tous les agendas pour en arriver à toujours attribuer à la France un rôle central et surévalué. Pour ne pas dire surcoté. Il y a deux choses à observer, me semble-t-il. Tout d'abord, une donnée beaucoup plus structurelle.
la matrice intellectuelle très fédératrice à l'échelle du continent a toujours été l'anticolonialisme. Alors vous allez voir qu'il y a une critique de droite comme de gauche, le paternalisme contre le maternalisme, enfin un point de vue assez singulier. Depuis la période des indépendances, qu'il s'agisse des chapelles universitaires, du personnel politique, des jeunesses militantes, qui étaient en pleine éclosion et en plein désir de souveraineté, rejeter la présence de la France et la pensée néocoloniale a toujours eu une grande vitalité. Cela drainait beaucoup d'énergie et n'a pas vocation à changer. C'est un pilier intellectuel inamovible et savamment entretenu. Tout le crédit intellectuel de cette mouvance qui a produit les grandes figures de la décolonisation, que l'on appelle afrocentriste ou panafricaine, va perdurer. Car les populations, surtout les jeunes, s'y identifient. C'est pourquoi des personnalités charismatiques victimes de la colonisation, comme Thomas Sankara ou Patrice Lumumba, sont encore des boussoles pour beaucoup de générations, même celles qui ne les ont pas connues. Le rejet de l'Occident et de la France est donc structurant. Alors il y a quelqu'un justement auquel il le compare souvent en mode oui bah non, c'est son positionnement qui est très très différent. Et alors peut-être c'est un petit peu ce qui décrit les orateurs comme Kémy Séba. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas entendu le nommer ni dans l'entretien ni dans les propos de Mediapart, mais bon, qui est assez sulfureux pour plein de trucs et qui plaît beaucoup à la droite, puisqu'il dit aux gens oui il faut tous réémigrer en Afrique. Et du coup l'extrême droite européenne ils sont là, oui il a raison lui. Évidemment. L'autre aspect est plus conjoncturel, les faillites successives des États africains. La parole de la décolonisation, une fois portée au pouvoir, a été trahie. C'est cet aspect-là qu'on n'arrive pas... Oui, puisque les décolonisations sont arrivées dans les années 60, même s'il y a eu un post-colonialisme derrière, et plus ou moins, ça dépend des États. C'est cet aspect-là qu'on n'arrive pas tout à fait à mesurer, pour situer les responsabilités locales, tant il est mêlé à nombre d'autres problèmes, en particulier locaux. Les dysfonctionnements tristement habituels d'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, mais aussi la corruption. Ah ça c'est oui un éternel bail, et pas que des présidents africains des anciennes colonies françaises, mais de beaucoup de pays en développement, en voie de développement, je ne sais plus quelle est comme leur dénomination officielle aujourd'hui, et corruption qui est aussi souvent savamment entretenue. Bah ouais, parce que quand tu installes, maintiens, et c'était aussi la crainte ici, que par exemple Bazoum soit maintenu de force par la France, ou quand il y a un président moins favorable, bah, quand tu le renverses, généralement la personne que tu vas mettre derrière sera, en plus d'être servile, plutôt ouverte à la corruption. Et la malgouvernance, tout simplement. Ce sont des problèmes qui ne sont pas imputables à une quelconque présence française ou occidentale sur le terrain, qu'elle soit militaire ou autre. C'est dans ce cas de figure que la France devient pour beaucoup l'exutoire tout trouvé, la parole commode à des défaillances locales. Et vous voyez l'auteur ici, en noir et blanc. Parce que c'est toujours classe le noir et blanc pour les portraits. Et salut Moura. Désolé, je ne suis pas tout le temps actif Daimon, mais je regarde tes rediffusions, parfois sur YouTube, justement. Eh bah coucou YouTube du futur, justement. Kémy Séba est surtout antisémite, oui, après, ouais, c'était... Il y a eu des bails aussi avec égalité et réconciliation, tout ça, hein, mais... Pour un apartheid, pour empêcher le métissage, car selon lui... Mais ouais, bah après, il y a plein de théories qui ont l'air très très cheloues chez Kémy Séba. C'est pas le sujet, mais sachez que, en tout cas, dans les interventions, je voyais les commentateurs qui parlaient de Kémy Séba, justement. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit rapprochement, et surtout par rapport aux propos d'Elgas lui-même. Mais il y a aussi un effet de contexte, poursuit-il. Celui dans lequel nous nous trouvons, et mondial, il ne s'agit pas seulement de questions africaines. Les foyers du nihilisme, du raidissement et de la montée des identités se trouvent en partie en Occident. Cela déborde sur le continent africain sous les agissements d'un ogre géopolitique revanchard, à savoir la Russie. Je croyais qu'il fallait, c'était un peu trop facile de désigner la Russie et la Chine. Sur l'économie, hélas, prospère des coups d'État. Il faut noter qu'ils ne sont jamais disqualifiés de façon farouche par la parole intellectuelle, parce qu'on y voit des modalités comme d'autres de transition du pouvoir. Les démocraties étant considérées comme bancales, on l'avait traité il y a quelques jours justement, c'était dans un article de Libération, importées sous la logique de l'injonction occidentale et ne suscitant jamais une adhésion massive. Quitus est inconsciemment donné à leurs détracteurs. Et donc ouais, ta carte blanche, et même si tu fais un petit peu de la merde, du coup, t'es anti-système contre la position de la France et que tu critiques la démocratie. Ah, en fait, du coup, c'est pas grave si tu fais des trucs un peu antidémocratiques, étant donné que la démocratie, bah, c'est ce qu'on essaye de nous imposer. Bon, par des pays qui sont eux-mêmes vraiment très très imparfaitement démocratiques, hein, du coup, mais nous, par exemple, en France, et qui le sommes de moins en moins vraisemblablement. Mais c'est un autre sujet qu'on a souvent l'occasion de développer.
L'Afrique est en effet toujours restée méfiante de cette forme de tutelle, de ce paternalisme justement, qu'il s'agisse de développement ou de démocratie au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, en fait, est-ce que le fait de voter pour des représentants, bon, même si c'est une forme de démocratie très très indirecte, hein, tout ça c'est pas encore une fois là le débat, est-ce que c'est mauvais en soi par rapport à la situation préexistante ? Ou est-ce que c'est les modalités pour le faire et de calquer ces institutions sur des pays européens qui n'est pas forcément très très adapté? Je pose la question. On se trouve par conséquent dans un territoire très vaste où les explications simplistes consistent à accuser la France, devenue un bouc émissaire trop pratique. Tous les régimes en perte de puissance savent qu'ils ont là, à l'échelle du continent, un élément fédérateur. C'est une forme de recette facile. Dans les récits des putschistes, assez opportunément, on en vient à critiquer la France. Et puis, dernier aspect, la locomotive du rejet de la France est sa présence militaire historique. Il existe des passifs. L'Algérie d'abord, puis le Rwanda en 1994, plus récemment le Mali. Avec Barkhane et je ne me souviens plus le nom de l'autre opération dans le Sahel. Cet interventionnisme a raidi les populations locales et fourni une légitimité inespérée à nombre d'acteurs anti-français. Deuxième question qu'on lui pose. Macron s'est engagé à changer la relation avec le continent africain. A-t-il failli? Chez Macron, comme toujours, il y a le ministère des discours et le ministère des faits. Il y a eu en même temps. C'est une jolie formule pour le résumer. Il y a eu des intentions louables, mais il a commis une série de maladresses dans le discours, le ton, la manière de faire. Ouais, le président burkinabé, il est parti réparer la clim. J'ai réécouté le contexte dans lequel ses propos s'inséraient. Ça rend vraiment pas le truc mieux, hein, mais bon. Et puis surtout, il y a cette vieille idée française qui n'est pas imputable qu'à Macron, qu'on retrouve dans toute la scène politique française, c'est de considérer que la France doit avoir une politique africaine. Que peut-il y avoir de plus rétrograde? Il y a une 50aine d'États africains avec des perspectives historiques différentes et nous avons un État, la France, qui prétend avoir une seule politique africaine. Bah, prends l'oseille et casse-toi, du coup c'est... Déjà dans le symbole, il y a quelque chose de véritablement arriéré et qui tend à disqualifier toutes les bonnes œuvres qui peuvent être entreprises par ailleurs. Bah ouais, si t'as une seule politique africaine, c'est que tu considères un petit peu que c'est un tout qui fait partie de ce dont toi tu donnes l'impulsion, qui est plus officiellement un empire colonial, mais... de ce côté-là, il y a un problème dans la conception d'une forme d'ascendance dont l'inconscient est parfaitement colonial et dont on a du mal à se départir. Il ne faut pas être dupe. Un État comme la France doit concilier les valeurs, entre autres des Lumières, et les intérêts économiques et politiques. Quels que soient les beaux discours, il y a une présence stratégique à maintenir. Ah oui, l'uranium, Areva, là, qui s'appelle Orano aujourd'hui, ou je sais plus trop quoi. Et ça ne fait pas toujours bon ménage. La France est logée à la même enseigne que tous les pays qui traitent avec le continent, qu'il s'agisse des États-Unis, de la France, de la Turquie ou de la Russie. On voit un drapeau russe ici agité sur la photo ci-dessous. D'autant que le continent devient de plus en plus attractif pour la prédation de forces qui n'ont, pour le coup, aucun scrupule. Je pense que cet aspect est important. Il s'agirait, à mon sens, pour la France d'abandonner cette idée qu'elle serait, d'une certaine manière, une forme de solution au problème du continent. À partir de quoi on arrêterait de considérer qu'elle est elle-même le problème. Oui, bon, les Lumières, tu sais ce qu'ils pensaient des Noirs, les philosophes des Lumières. Oui, bah après, peut-être une actualisation du logiciel. C'est comme tu dis, oui, la démocratie athénienne, bah, oui, ils étaient misogynes, racistes, enfin bref. Mais après, le fait, encore une fois, est-ce que le concept de démocratie directe est intéressant ou pas? Nous sommes en présence d'un jeu de balancier où chacun essaie d'exploiter l'autre de façon très malheureuse. Parce que... Ah, je vais vous décaler le chat parce que vous êtes à moitié sur l'article. Si vous le voulez bien, voilà, vous serez bien ici. Parce que jusqu'à présent, les récits sur l'Afrique ont toujours été concoctés de l'extérieur, ce qui est aussi un problème. Le particularisme différentialiste qui a poussé l'entreprise coloniale a été concocté à l'extérieur du continent. Et ce désir... Oui, c'est les gens qui n'ont pas ta particularité, qui vont décider de ta particularité... Et ce désir de souveraineté des Africains, il ne faut pas le dépolitiser en considérant que ce sont des mouvements pavloviens de suivisme sous influence parfaitement russe. Non, il y a une matrice intellectuelle qui a été fédératrice et solide sur le continent, à l'origine de cette défiance. C'est pas juste Wagner qui... oui, regardez, c'est... Après, il l'utilise, évidemment, mais on est plus dans l'attentisme d'un truc qui existe déjà. Et qui peut se manifester à certains moments, éclater plus ou moins fort.
Il faut aussi préciser que cette matrice, par un tropisme identitaire marqué, a aussi pavé la voie à une forme d'illusion, celle d'une autarcie heureuse, d'un passéisme glorieux, ça aussi, on en parle un petit peu plus dans l'entretien. Dans cette séquence, on ne peut pas accabler seulement les politiques sans accabler aussi la parole intellectuelle, parfois paresseuse, qui a subordonné la réussite de l'Afrique à la seule rupture avec l'Occident. Et autonomie ne veut pas nécessairement dire autarcie, j'imagine que c'est ce qui est sous-entendu. Et salut la souris. Oui, ce que vous mettez dans votre livre sur la posture décoloniale, c'est exactement ça. Sur l'autocentrisme français qui considère que tous les problèmes africains, d'une certaine manière, ont à voir avec la colonisation et avec la France. Et ça, pour le coup, on peut le voir du côté gauche de la politique française, où existe une forme d'empathie trop marquée qui tend à infantiliser le continent. J'appelle ça le maternalisme, pour faire justement le parallèle avec le paternalisme, du coup plus de droite. Chacun doit pouvoir faire évoluer son regard, son discours et exhumer les cadavres qu'il a dans son propre placard. Vous plaidez pour une révolution intellectuelle aussi bien à droite qu'à gauche. Comment peut-elle se faire? Tout le monde doit faire sa révolution, son examen de conscience. Sur le continent, mais aussi dans les diasporas, il faut qu'on ait des discours justes, des discours qui se détachent parfois des affects trop marqués pour essayer d'observer les choses assez froidement, factuellement, sans que l'empathie ne voile la lucidité. Très souvent, on dit qu'il faut que la France change sa politique africaine, ou sa relation en Afrique, mais pour changer une relation, il faut être deux. La France peut changer tout ce qu'elle veut, tant que les États seront des États faillis, des États avec des défectuosités de façon structurelle, des États qui n'ont pas de voix ni légitimité, qui à l'intérieur de leur pays sont contestés, la France peut faire ce qu'elle veut, elle ne résoudra jamais les problèmes africains. Ce n'est pas sa vocation. Dans mon livre, ce que j'essaye entre autres de montrer, c'est ce que j'essaie de montrer. Il me semble essentiel de revenir sur la généalogie du sentiment anti-français, cela ne vient pas de nulle part. Il y a des fondements politiques qui sont légitimes, qui expliquent justement le rejet de la France sur le continent. Mais il faut aussi montrer les paresses d'une certaine pensée décoloniale qui abdique, attention au take, qui abdique parfois une certaine forme de rigueur pour seulement accabler l'Occident, quel que soit le problème sur le continent, comme si on était en Afrique des acteurs passifs de l'histoire. Est-ce que ce serait la version de gauche de l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire? Mais là, ce serait à cause de l'homme européen, mais... C'est pourquoi beaucoup de jeunesse africaine biberonnée à cette idée sont persuadés, dans un mélange de bonne volonté, d'euphorie, d'ignorance, que tout ce qui se passe sur leur continent et dans leur pays est un complot ourdi depuis l'extérieur. Ils en sont convaincus. Vous voyez ici donc la couverture du livre, le dernier livre de l'auteur dont il est question ici et dans l'entretien de l'ELCP. Surtout l'autonomie, mais quel projet derrière, évidemment, moi. Ça c'est... bon, alors du coup, rien à voir, mais c'est un bail aussi qu'on avait considéré à propos de l'Iran. Il y avait une contestation large, déterminée, relativement unanime, mais quelle proposition de pouvoir derrière, quoi. Bah, ça dépend. Des fois, en fait, c'est un petit peu le coup d'État pour la continuité. Les chefs d'État qui pourraient vraiment changer les choses, souvent, malheureusement, ne durent pas. Et après, bah, y a le côté, le pouvoir corrompt, la puissance des institutions, tout ça. J'imagine que c'est... là, dès qu'on parle de géopolitique, c'est... Mais justement, c'est un petit peu le sens de cet entretien, c'est de dire, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'explication monocausale. Il peut être précis sur ce point qu'elle paraisse trop facile de dire, ouais, bon, tout le monde a ses torts. Le en même temps intellectuel qui se veut dialectique s'est éclaté au sol. Bah, en tout cas, l'analyse qu'il a, c'est que y a des mouvements qui ont une contestation légitime, nécessaire, tout ce qu'on veut, mais qui, bah, justement, ont une explication un peu monocausale de c'est la faute de l'Occident, c'est un complot de l'extérieur. Alors que des fois, bah, y a des bails bien internes au pays. Alors après, bien sûr, la géopolitique fait qu'il y a toujours un jeu d'influence diplomatique, économique, parfois militaire. Donc bah, tout est toujours un peu corrélé à la politique des autres pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème interne. En gros, c'est un petit peu le sens de l'attaque, je pense. À chaque fois qu'un président n'a pas une détestation de la France tapageuse, c'est qu'il en est un valet. Ça a été le cas pour Bazoum, donc l'actuel président encore officiellement du Niger. C'est le cas pour Macky Sall au Sénégal, c'est le cas pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. À leur décharge, cette conviction ne naît pas de rien. Ce n'est pas une vue de l'esprit, elle s'est nourrie d'une parole intellectuelle solide. Le problème est que c'est bien souvent devenu un réflexe accusatoire déresponsabilisant. C'est dans le monde intellectuel que beaucoup de jeunes militants vont braconner pour avoir de la légitimité
quitte à travestir la parole qu'il se targue d'incarner. Tant qu'on ne fera pas cette révolution-là, on fournira une base idéologique solide à des gens qui en font un usage qui est tout le moins assez léger, sinon problématique, ce qui annonce des lendemains qui déchantent. Ouais, des fois, dans quelle mesure il se laisse emporter un peu par le sens de la formule aussi. Les formules sont bien. Les lendemains qui déchantent. La crise au Niger ne semble pas susciter en France une remise en cause de toutes ces postures que vous dénoncez. C'est la dernière question. Malheureusement, toutes les chapelles se raidissent et se renvoient la balle. La droite est dans son schéma classique paternaliste, souvent raciste, considérant l'Afrique comme un bloc homogène de misère et de pauvreté qui fond sur les frontières de l'Union européenne. Et du coup, ils en sont même maintenant dans une phase où ils délocalisent la gestion migratoire aux pays africains. Au Niger aussi d'ailleurs. On en avait parlé la dernière fois sur la crise des migrants en Tunisie, refoulés vers l'Algérie, et l'Algérie qui a une frontière avec le Niger et qui envoie un petit peu tout le monde là-bas. Bref, revoyez la précédente émission. Récemment, on a expliqué qu'il y aurait une ruée africaine en Europe, que cette démographie folle africaine avait vocation à se déverser sur le vieux continent, ce qui a suscité beaucoup de fantasmes et constitué l'argument de choix servi par toutes les droites populistes en Europe pour gagner des suffrages, qu'il s'agisse de l'AfD, Alternative für Deutschland, qui est un parti d'extrême droite allemand, de Giorgia Meloni en Italie, on reviendra sur elle à la fin de l'émission, d'Orban en Hongrie, ou bien du Danemark, le Danemark du coup qui... Oui, on a vaincu l'extrême droite en devenant d'extrême droite. Oui, mais bon, du coup, le parti d'extrême droite, ils font moins de votes qu'avant. Je pense qu'on est dans quelque chose d'assez classique à droite, c'est-à-dire le repli avec la question de la migration et l'obsession de l'islam. Mais la gauche a aussi du mal à considérer les immigrés comme une diversité souveraine et non homogène, au sein de laquelle il y aurait aussi des rapports de classe, de domination, d'inégalité qui sont issus des féodalités africaines. Somme toute, elle peine à admettre que l'immigration n'est pas uniquement une immigration de misère parce que ceux qui partent ne sont pas les plus pauvres. Sûrement dans le sens où il faut déjà avoir les moyens de partir, tu vois. On voyait que pour rejoindre déjà la Tunisie ou la Libye, ça coûtait des thunes, et que la traversée derrière, pour ceux qui passaient par la Méditerranée, c'était encore beaucoup plus cher, quoi. Donc il faut considérer tous ces aspects-là. Pouvoir avoir un discours responsable, un discours de vérité, appuyé sur des faits, sans considérer le continent africain et ses habitants comme des agneaux parfaitement angéliques ou des hordes de barbares qui viennent fondre sur l'Europe. Je pense qu'on n'a pas la capacité en France de le faire aussi sereinement et c'est bien triste. On a une difficulté, voire une incapacité à avoir ce que j'appelle une forme d'indifférence bienveillante vis-à-vis de l'Afrique. Avec une punchline finale rapportée par François Bourgon pour Mediapart hier. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça avant qu'on écoute voilà, un petit bonus par le même auteur? Je vois qu'il n'y a personne au standard. Aurélien Lours, est-ce que vous avez déjà... je sais pas, une idée que ça vous évoque chez vous? Ou pas? Eh bien, si c'est pas le cas, nous passons à la suite. Donc, ouais, je vous inviterai à écouter l'entretien in extenso qui dure une demi-heure environ, il me semble. Et on va juste écouter un extrait qui étoffe le propos sur une politique africaine, avec des guillemets, de la France. Sur, du coup, c'était il y a un mois, sur LCP. Mais considérer que Paris est encore le centre décisionnaire du discours et du contre-discours, que Paris a un pouvoir décisionnaire sur les destins africains, c'est un mythe. C'est un mythe parce que la France n'est ni une solution en Afrique, ni un problème. Alors c'est très compliqué à entendre pour les ambitions empathiques françaises, très compliqué à comprendre pour les Africains, mais c'est aussi simple que cela. Le rayonnement de la France actuellement en Afrique est en train de s'effondrer, les parts de marché économique sont en train de s'effondrer. La réalité, c'est qu'on est dans une recomposition totale qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui, dont la perspective est très très ancienne. Et donc, les bonnes volontés doivent être suivies d'actes. On ne peut pas encore, en tant que pays, avoir une politique africaine. Oui, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Et puis, c'est dur, c'est mal perçu. Et puis, la prétention à aller faire le bien, ça rappelle tristement les tonalités. Yves Théard, c'est gros droit hardcore, ces interviews. Ah, je le connaissais pas, moi, du coup. Mais écoute, je te fais confiance pour ça. De Jules Ferry, aller civiliser des gens. C'est un pote de Zemmour. Ces réminiscences de il est à LCP. l'histoire nourrissent encore des colères qui n'ont pas besoin d'ailleurs d'être nourries parce qu'elles existent, parce que ce ressentiment de base existe. Et donc, à ce problème structurel se rajoutent des problèmes conjoncturels. Les problèmes conjoncturels, c'est ce qu'on voit juste dire, soit en Ukraine, dans le monde actuellement, où justement d'autres puissances, à l'affût
dans la prédation du continent, se disent qu'il y a une place à prendre, quitte à mordre les mollets de ceux qui avaient le précaré. Et c'est ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali. C'est ce que vous dites avec, effectivement, l'arrivée en masse, ou le retour en masse, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même que les Russes, qui étaient jadis ou naguère soviétiques, avaient aussi une influence énorme sur le continent africain. Donc là, vous êtes en train de parler des Russes à travers les milices Wagner, mais on peut parler des Chinois, mais on peut parler des Turcs, mais on peut parler des Iraniens, mais on peut parler des Israéliens aussi. Enfin, c'est une terre qui est extrêmement convoitée, hein. C'est le continent, c'est en cela que peut-être que c'est le continent du 21e siècle. Je ne sais pas si c'est le continent du développement, mais c'est le continent de la conquête. Alors, c'est plutôt... une espèce de farce house, quoi, hein. Mais c'est triste pour le continent de n'être peut-être envisagé que comme une proie. Alors, moi, il y a un livre qui a été, moi, important pour... Après, c'est lui-même qui parlait de prédation, mais... Pour ma formation intellectuelle, ouais. Le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Ah. Et Aimé Césaire... Vous n'êtes pas le seul, hein, c'est pour beaucoup. Voilà, je crois aussi. Je crois que nous sommes nombreux... Qui était lui antillais. Hein. Qui était lui antillais. Et Aimé Césaire disait que l'aventure coloniale était une aventure aussi de prédation. C'est des économies antagonistes qui se trouvent à un moment obligées d'exporter leurs querelles dans des terres nouvelles. Et c'est exactement ce qui se passe après aujourd'hui. C'est-à-dire des économies antagonistes en lutte qui fondent comme ça, comme des fauves sur le continent, parce que tout le récit capitaliste est un récit opportuniste. Toutes les projections démographiques que moi j'appelle du démographisme, c'est-à-dire un récit porteur pour essayer uniquement de... Ouais, après, il s'éloigne un petit peu de la question qui nous intéresse, mais ouais, notamment, ouais, c'était Bolloré dans la région qui voulait faire un réseau ferroviaire, mais juste pour faire sortir les ressources du pays, quoi. Littéralement, c'était ça. Et salut Biscotto Morales. Il a quand même réussi à caler les vilains russes autrefois soviétiques dans l'histoire jusqu'au cas où on aurait oublié. Elgas? Ou Yves Tréhard dans sa question? Bah, autrefois soviétique, c'est un petit peu, genre, à mon avis, pour expliquer la continuité d'un conflit tel que la guerre froide qui a jamais trop cessé, mais où il y a eu des accalmies. C'est autrefois soviétique, mais finalement, le contexte reste un petit peu le même. Théard, d'accord. Tréhard. Ici, c'est la monnaie CFA qui va tomber. Oui, on en parlait chez Kali pour le live des 27h. Bah écoutez, je vous renvoie à ce sujet sur ce très long live. Et là, on est à 32 minutes déjà de sujet pour la capsule. Ça me semble assez long. J'espère avoir fait un bon résumé. Si on va quand même regarder, est-ce qu'on a des derniers rebondissements? Bah, l'actu la plus récente, c'est sur la tribune. Mais bon, qui nous donne pas spécialement plus de biscuits divisés sur une possible intervention militaire en réponse au putsch. Ah, peut-être que du coup les voix du Nigeria et de l'Algérie commencent à se faire entendre et à peser. En l'occurrence, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a également affirmé sur France Info qu'il fallait prendre très au sérieux la menace de recours à une intervention de la CEDEAO. Oui, alors bon, après, et avec les 1500 militaires français qui sont là, officiellement en tout cas, même si en tout cas au Niger, la junte présume que c'est qu'il pourrait y avoir d'autres bails derrière pour assurer la sécurité et l'évacuation des ressortissants. D'ailleurs, je crois que les Italiens aussi ont commencé à évacuer leurs ressortissants du Niger. Bref, bah pas spécialement plus de bails, mais on en reparlera. Affaire à suivre, comme d'habitude.